Bon alors là, le 21 avril, nous étions relativement émus, puisque Emmanuelle Villano, l'arrière-petite-nièce de Roger Boyer, nous avait fait le plaisir d'être présente. Et donc les descendants de cet architecte que nous avons voulu mieux faire connaître et à qui nous avons voulu rendre hommage étaient présentes, et c'était un moment d'émotion. Et puis j'ai eu un deuxième moment d'émotion hier parce que la sœur d'Emmanuelle Villano, qui est dans cette salle, Véronique Villano, je ne dirais pas que la famille est au grand complet, mais nous fait aussi aujourd'hui le plaisir d'être là et nous la remercions. Au fil du temps, on a tendance à s'attacher aux personnes, même quand elles sont parties depuis très très longtemps, et je pense que c'est un peu ce qui nous arrive avec Roger Boyer. Bon. D'autant plus que, j'espère que vous découvrirez ça dans la presse incessamment sous peu, nous avons essayé de mettre en valeur là où il a travaillé et là où il a habité. Je ne vous donne pas l'adresse, mais bon, vous le saurez par la presse. Et donc là, c'était aussi une manière de rentrer en relation avec lui. Compte tenu du temps que j'ai pris par rapport à l'aspect organisationnel, je ne serai pas plus long que cela. Nous allons bien sûr faire un bilan en ce qui nous concerne de ces 2 mois du printemps de l'Art déco que nous avons organisé en bonne intelligence avec les services de la ville de Calais, le service d'art et d'histoire, mais aussi nous remercions Madame Edwige Leblond d'être présente pour le département du service des associations. Donc le bilan que nous en tirons dans a priori est extrêmement positif. Beaucoup de monde à l'expo, beaucoup de témoignages, beaucoup de remontées d'éléments que nous allons pouvoir exploiter pour mieux affiner cette connaissance et mieux argumenter sur la valorisation de ce patrimoine. Et nous y tenons particulièrement. Donc nous allons commencer la conférence par une présentation que va nous faire François Descamps. Est-ce que je présente François Descamps? Même, enfin, il faut respecter les formes. Donc bon, François, comme vous le savez, est professeur d'art à l'école d'art de Calais. C'est aussi un membre de notre conseil d'administration, très dévoué, la preuve, et qui nous fait la gentillesse et l'honneur aujourd'hui d'introduire de manière plus large le sujet. Parce qu'en fait, on ne doit pas non plus être taxé de poyémania, hein, si je puis m'exprimer ainsi. Et l'art déco, on en a beaucoup parlé pendant ces 2 mois, a peut-être besoin aussi de définitions plus larges que celles propres à la période art déco de Roger Boyer. Et puis Roger Boyer n'a pas été influencé que par l'art déco. Donc c'est un peu cette dialectique que François va nous exposer en 20 minutes tapant. Je te donne la parole, François, merci. Merci Edith, merci de m'avoir invité donc à cette conférence. Effectivement, lors de la première conférence, donc assurée par Emmanuelle Villano et Magali Domin, donc il a été plus spécialement question du travail de Roger Boyer à Calais, et donc avec un examen un peu sensible et remarquable donc, du travail donc, de Roger Boyer qui a marqué la ville de Calais, hein, et on a tous, en tout cas tous Calaisiens qui connaissons la ville, qui la fréquentons au quotidien, on a tous évidemment en mémoire et en repère donc ces éléments encore visibles donc, dans la ville de Calais. Ce que je voulais proposer, et après le constat qu'on a pu établir après cette première conférence, après donc les précisions que nous avait données Magali Domin à propos donc du projet qu'il avait étudié pour le Fonds de mer de Calais, voilà, je me proposais donc d'étendre le propos et de revenir sur la notion d'art décoratif. Sur cette notion d'art décoratif, et essayer de comprendre comment un architecte comme Roger Boyer, qui exerce à Calais, peut se réclamer ou peut être mis en relation avec cette notion d'art décoratif. Et donc ça m'amènera à préciser, à revenir sur les définitions donc,
de cette notion d'art décoratif qui n'est pas si aisée, hein, tant que par le fait même qu'on entretient souvent une sorte de confusion entre l'art nouveau et l'art décoratif, et donc voilà, qu'est-ce qui oppose les deux, et puis qu'est-ce qui intervient donc avec l'art déco, qui le différencie bien sûr de l'art nouveau, à quelle période, et puis enfin donc quelles sont les relations qu'on peut établir entre ces grandes notions donc, qui caractérisent et qui définissent l'art déco et ce qu'en reprend Roger Poyer. Et donc, voilà, c'est ce que je vais essayer de faire rapidement. C'est toujours difficile pour moi de faire rapidement, mais vous savez, enfin beaucoup d'entre vous savent. Et donc, voilà, on va donc démarrer. Alors, c'est pas mon ordinateur, mais voilà, on va. Alors, effectivement, donc, Roger Poyer, je le rappelle quand même, donc c'est un architecte natif de Bailleul qui va faire la quasi-totalité de sa carrière donc, ici dans le Calaisis, même s'il n'a pas travaillé que pour la ville de Calais. Il a au moins mené donc, cette double carrière donc, à Calais. Double carrière, je précise, parce qu'il est à la fois architecte de la ville de Calais, donc à partir donc, du début des années 10. Et il mènera cette carrière quasiment jusqu'à son départ en retraite, jusqu'à son retrait de la vie professionnelle. Et puis il mène en parallèle une carrière d'architecte libéral, donc à la fois à la rencontre de projets qui sont sollicités par la logique, je dirais, d'équipement du territoire, et celle qui l'amène donc à répondre spécifiquement à la demande donc, de particuliers, le plus souvent, soucieux de faire construire ici une maison d'habitation, ou soucieux de faire aménager un magasin, une boutique, des bureaux, des choses comme ça. Et donc, voilà, l'édifice le plus remarquable, évidemment, donc, est connu des Calaisiens. Ça reste probablement donc, cette bourse du travail, que l'on peut encore voir donc, place Ricoeur à Calais, et qui est déjà emblématique de ce que l'on peut retenir des aspects art décoratifs du travail de Roger Poyer. Donc, un édifice qui, par ailleurs, est perçu comme un édifice un peu massif, mais qui donc, nous donne toutes les caractéristiques de ce qu'on définit donc, par la notion d'art déco, et donc un recours à une décoration maîtrisée, un recours à une géométrisation relativement marquée, et là, pour le coup, et précisément pour un programme qui, à l'époque, est ambitieux, puisqu'il s'agit donc de réaliser à la fois une halle alimentaire, un marché couvert, et donc ça c'est pour le premier niveau, pour le rez-de-chaussée, et puis au-dessus, donc voilà cette bourse du travail qui est issue et peut-être héritière d'un programme défini donc, dans les années antérieures, qui correspondait au programme des maisons du peuple, qui devait donc à la fois rassembler des bureaux des syndicats, les bureaux de l'union locale en l'occurrence, mais aussi, et je dirais très symboliquement, un théâtre, un lieu de spectacle, dont la programmation était donc confiée à cette union ouvrière. Voilà. Et donc, voilà, pour revenir justement sur cette notion d'art déco, je voulais donc d'abord revenir sur la chronologie de l'art déco. Ce qui va définir l'art déco, c'est avant tout donc cette chronologie qui fait démarrer donc, et qui fait se développer cette notion à partir des années 20. Le terme même d'art déco est lié donc à... je suis en train de me tromper de touche, voilà. Je ne sais pas parler et appuyer sur les touches en même temps. Voilà. Et donc, voilà. Ah oui, alors, avant d'entrer, voilà. Parmi les autres projets, peut-être plus modestes,
mais qui ont pu marquer comme ça le parcours de Roger Pollier à Calais, alors même qu'il est donc architecte de la ville, un projet là-bas que j'ai retrouvé, et donc il n'avait pas été question lors de la première conférence. Et voilà, en 1924, vous le savez sans doute, ou je le rappelle, la ville de Calais donc décide, alors même qu'on s'apprête à inaugurer le nouvel hôtel de ville, celui qu'on connaît aujourd'hui, donc on décide de déplacer le monument des Six-Bourgeois. Le monument des Six-Bourgeois était jusqu'alors installé à côté de ce qui correspond aujourd'hui au parc Richelieu, à l'emplacement qu'occupe actuellement le monument aux morts. Et donc on décide de le déplacer vers Calais Nord, et de le placer donc vers ce bâtiment qui devient définitivement et uniquement le musée de Calais. Et donc à l'occasion de ce déplacement, on se pose évidemment à Calais la question de savoir comment il convient de présenter le monument. Voilà. Et on confie à Roger Pollier le soin de faire un certain nombre de propositions. Donc il y a dans les archives qu'on peut retrouver dans le fond des archives municipales, de dessins de Pollier, en plus d'autres dessins qui vont donc détailler le travail d'ornement, le dessin des ferronneries éventuellement, des choses comme ça. Donc 2 dessins d'implantation, en voici un premier. Et puis voici le deuxième, qui s'affiche plus tard correctement. Et donc Pollier qui donc à cette occasion-là propose donc une présentation extrêmement sobre, très au ras du sol. Il se trouve qu'en définitive, c'est pas ce qui sera adopté, et la proposition de Pollier ne sera pas retenue, certainement pour des raisons budgétaires. On va se contenter de raccourcir, de diminuer le socle déjà existant. On décide d'en garder la partie supérieure. On va simplement réduire aussi la hauteur des grilles qui entouraient le socle donc à l'origine. Et voilà, le projet Pollier reste dans les cartons. Il n'empêche qu'on en a toujours ce témoignage qui révèle aussi ce goût pour une certaine sobriété de l'implantation, de la mise en scène et du traitement décoratif, donc de ce qui devient un socle. Et donc, revenons sur cette définition de l'art déco. Effectivement, l'art déco, le terme d'art déco est lié donc à l'organisation à Paris, la présentation à Paris d'une exposition qui se tient en 1925, qui est implantée sur un vaste espace compris entre les grands et petits palais actuels et l'esplanade des Invalides. D'autres éléments qui s'étalent de part et d'autre de cet axe et le long des quais de la Seine. Cette exposition de 1925, qui est intitulée Exposition internationale des arts décoratifs et industriels, donne en quelque sorte ce nom au virage que prend l'architecture et le décoratif à cette époque-là. Et donc c'est bel et bien le titre de l'exposition qui donne son nom à ce qui va devenir un courant artistique qui va concerner essentiellement l'architecture et le décor de l'architecture, les arts décoratifs en général. Ces expositions d'art décoratif, tout compte fait, elles remontent bien plus loin. Elles remontent à une habitude qu'on prend à partir des années 1890 de proposer comme ça des expositions qui, pour la première fois dans l'histoire de l'art, dans l'histoire des expositions, dans l'histoire des sociétés, se spécialisent exclusivement dans ce rapport à l'architecture et son décor. Il se trouve que ces expositions vont se tenir régulièrement, elles prennent des envergures internationales, à partir des années 1893, 1895, elles seront de plus en plus régulières, sauf qu'à partir de 1911, les choses s'arrêtent. 1911, 1914, c'est la crise, et évidemment en 1914, il n'y a plus question de réunir autant d'énergie
dans un secteur qui, bien sûr, sera frappé par cette crise donc, qui nous emmène, évidemment, dans la Première Guerre mondiale. Et donc, il va falloir attendre, et on a véritablement attendu, 1925 pour qu'une nouvelle exposition soit organisée. Et donc, autant dire qu'elle est attendue. Et cette exposition, elle est un peu la vitrine de la tendance que prend l'architecture à cette époque-là, et que prend aussi donc, tout créateur, peintre, sculpteur, créateur de meubles, ébéniste, ferronnier, tout créateur donc, et l'ennui sans doute, qui ont un rapport établi avec l'architecture et la manière dont on utilise les espaces qui sont créés. On participe, on a conscience de participer d'une architecture, et participant d'une architecture, de participer donc à l'agrément et à la qualité de la manière dont on va utiliser les espaces. On est complètement dans l'héritage de ce qu'a été l'Art Nouveau. Sauf que l'Art Nouveau s'est surtout caractérisé et doit en grande partie sa réputation à une sorte de profusion décorative. Voilà. Ici, je vous propose deux vues, une confrontation de deux vues qui sont assez emblématiques justement de ce virage pris. On a donc en haut une vue de l'entrée monumentale, de l'entrée principale de l'exposition internationale de 1900. Et donc on est quand même dans une espèce de démonstration de ce qu'est l'Art Nouveau sur le plan décoratif, même si l'exposition de 1900 n'avait pas pour vocation que de montrer justement cet éclat des arts décoratifs. Et puis donc en bas on a l'entrée monumentale de l'exposition de 1925. Et donc voilà, sur le même thème, pour le même usage, on a deux traitements différents. Tout le monde fait, l'ordonnance, la composition de cette porte monumentale, elle est fondamentalement la même, mais voilà, ce qui domine, c'est une espèce d'assagissement, en quelque sorte, du recours au décor. Donc autant, voilà, en 1900, on est dans cette espèce de démonstration du savoir-faire, une espèce et un recours au décoratif et à aux références classiques. De l'autre côté, on a donc un choix de traitement qui condense en quelque sorte les choses, qui les simplifie, qui les rationalise. On a une géométrisation et le haut décor repose essentiellement sur cette géométrisation et sur un recours à la contribution du sculpteur qui devient véritablement un partenaire de l'architecture. On va le retrouver évidemment dans les tendances qui s'affichent parmi les pavillons qu'on peut visiter durant cette exposition. Et donc voilà, j'ai quelques exemples. Alors là, on a une vue qui n'est pas complète, mais une vue d'ensemble de quelques-uns de ces pavillons. On reconnaît notamment au premier plan l'un des pavillons les plus importants, c'est en fait un pavillon double, deux pavillons séparés par un jardin. C'est le pavillon de la manufacture de Sèvres. Et là, on retrouve effectivement ce groupe pour une géométrisation, un décor relativement sobre, mais quand même très affiché et très présent. On le retrouve dans la majorité des pavillons. J'en ai d'autres exemples que je vais passer rapidement. Voici alors, on a des pavillons qui sont consacrés à des fabricants, à des enseignes. On a des pavillons qui sont consacrés à des nations. Donc on a comme ça un pavillon d'Italie, un pavillon de la Belgique, et je ne vais pas toutes les nommer. On a également des pavillons aménagés, conçus pour la promotion de grands distributeurs, de grands magasins. C'est le cas ici pour les Galeries Lafayette, on en a aussi pour les magasins du Louvre, etc. Et là on retrouve ici cette structure très géométrique, une décoration très maîtrisée. On n'a plus cette profusion décorative semblable à celle qui avait marqué les esprits et les regards d'ailleurs lors de l'exposition de 1900, l'exposition universelle. Mais cette sagesse en quelque sorte, ce retour à l'ordre, ce retour à la raison d'une certaine manière,
Voilà. Pour autant, le décor, le rapport au décor, il est encore présent avec la sculpture, avec éventuellement l'élément peint, avec le recours à différents matériaux. Autre exemple, avec peut-être l'un des pavillons les plus remarqués, il y en a deux donc, qui deviennent des véritables vitrines, ou en tout cas qui sont révélées comme des vitrines de ce virage que prend l'architecture et que prennent les arts décoratifs à cette époque. C'est donc ce pavillon, qui est donc nommé le pavillon du collectionneur, et que l'on doit donc à une collaboration entre un architecte qui s'appelle Patou et puis un décorateur, créateur de meubles, qui est certainement celui qu'on remarque le plus, qu'on adule le plus, je dirais presque, lors de cette exposition de 1925, c'est Ruhlmann. Et d'ailleurs, il est aussi appelé le pavillon Ruhlmann, et d'ailleurs le nom de Ruhlmann est donc mentionné donc au-dessus de ce bâtiment, de ce pavillon. Voilà. Emblématique, je ne pouvais pas passer à côté, mais voilà. Et donc, voilà, ce rapport à la sobriété, on le retrouve dans ce bâtiment. Alors, il n'a pas fait partie. Il n'a pas fait partie de l'exposition de 1925, même si les Folies Bergères ont aussi un petit pavillon, une petite vitrine à l'occasion de cette exposition. Mais voilà, suite à cette exposition, les Folies Bergères décident donc de faire rénover le bâtiment, on va faire rénover l'aménagement, on va agrandir ce fameux théâtre, qui était un théâtre construit comme ça, une architecture un peu historiciste, en référence à la tradition architecturale. Eh bien, on va remplacer la façade, on va l'élargir, on va l'éclaircir, mais ça devient une façade extrêmement sobre et simplement donc décorée par ce grand relief, cette espèce de grand métope, voilà, très art déco, voilà, et donc on a ici une espèce d'image emblématique. Alors un créateur assez peu connu, mais voilà, il y a une image, alors ça a été restauré relativement récemment, on l'a souvent associé à Joséphine Baker, mais c'est pas Joséphine Baker, c'est une danseuse russe qui a fait partie de la troupe des Folies Bergères à cette époque. Et donc, voilà. Quelques exemples, bien sûr, parce que, évidemment, cette exposition des arts décoratifs ne se contente pas de montrer de l'architecture. Et évidemment, voilà, on a un certain nombre de pavillons qui, évidemment, sont importants par la manière dont ils sont traités, évidemment par leur aspect architectural, mais qui le sont tout autant par leur contenu. Et à chaque fois, le contenu est une vitrine de ce que veut proposer le pavillon. Et ici, dans le pavillon de l'ambassade française, eh bien, sont montrées différentes pièces qui correspondent à des pièces d'habitation, ou d'hôtel particulier, on dira, voilà. Et donc là, ce qu'on va montrer, c'est la qualité du décor, la qualité de la contribution des artistes, décorateurs, créateurs de meubles, susceptibles de proposer des décors. Et donc le pavillon de l'ambassade française, comme le pavillon du collectionneur, vont proposer comme ça des pièces, ça peut être des salles à manger, des salons, le hall d'entrée, etc., qu'on va confier à des créateurs de renom. Ici, il s'agit donc d'un créateur qu'on a un petit peu oublié, mais qui est emblématique justement de ce virage pris à cette époque-là et qui va mettre l'accent sur l'effet décor, en quelque sorte, sur les savoir-faire, sur la richesse du décor. Tout en maîtrisant, justement, et en refusant le trop décoratif que proposait l'Art Nouveau. Ici, il s'agit donc d'un décorateur qui s'appelle Rapin. Rapin, je suis en train d'oublier son prénom, ça va revenir. Et donc, Henri Rapin, voilà. Et il se trouve qu'Henri Rapin, eh bien, on l'a connu à Calais. On l'a connu à Calais, il est passé discrètement peut-être, mais il a été directeur de l'école d'art de Calais, voilà, entre 1926-1927 et 1932. Il a été appelé d'ailleurs parce que, il s'agissait à l'époque voilà,
de redresser un peu, voilà, et de redorer l'image de l'école d'art de Calais. Et donc on a fait appel à un décorateur de prestige parmi ceux qui ont été illustrés lors de cette exposition de 1925. Et donc Henri Rapin, voilà, il a été remarqué, et il continue, il est passé aussi par la direction des ateliers de Sèvres, il est passé par Strasbourg, etc. Voilà. Et donc voilà ce qu'il proposait en 1925. J'en ai, je crois, un autre exemple rapidement, si je trouve la bonne touche. Là. Et donc voici cette fois un dessin d'Henri Rapin, parmi ces dessins qui ont été publiés, puisque voilà, à l'occasion de cette exposition, on dispose de catalogues, on va distribuer des catalogues qui vont montrer plus précisément la contribution des uns des autres. Et donc voici une contribution d'Henri Rapin. Un exemple ici avec Ruhlmann, avec ici donc un petit boudoir présenté dans le pavillon des collectionneurs. Voilà, avec donc on a un dessin d'à côté, puis on a un exemple de fauteuil dessiné par Ruhlmann qui montre aussi que voilà, les arts décoratifs peuvent prendre comme ça des sources dans des univers très différents, très diversifiés. Alors certes, la géométrisation qu'on pourra revoir dans le traitement de certains meubles ou dans la sculpture, elle est issue d'une certaine manière, une sorte de digestion du cubisme qui devient décoratif, et ici on est plus dans la référence, je dirais, coloniale. Voilà. Donc ça c'est Ruhlmann. On peut également avoir des références plus purement régionalistes. Voilà. Ici, vous avez un exemple avec un pavillon plus modeste, certes, mais qui est quand même le pavillon de l'île Roubaix-Tourcoing, et notamment le pavillon qu'aménagent les industriels du textile de la région Roubaix-Tourcoing. Et donc, voilà, ici, on a un pavillon dont on retrouve des grandes caractéristiques de cette sobriété géométrique des arts déco, mais avec une espèce de concession donc à des critères de l'architecture régionaliste, notamment l'utilisation de la brique, et puis ce thème du pignon à pas de moineau qu'on retrouve chez Poyet, bien sûr, et voilà, Poyet, effectivement, lorsqu'il agit à Calais entre 1923-24 et puis la fin des années 30, il aura, le cas échéant, ce recours à ces empreintes régionalistes. On le voit ici d'ailleurs avec la façade de la maison des Mesdames Paul qui se trouve donc rue Jean Jaurès, donc à côté de la mairie. Parmi ces pavillons et parmi ces décors, on va avoir aussi une autre tendance. Cette autre tendance, c'est une tendance à un décor et un traitement encore plus sobre. J'y reviendrai, et notamment donc ici avec le dessin projet qui a été réalisé d'ailleurs pour le pavillon de l'ambassade française, mais par un certain Mallet-Stevens. Voilà. Robert Mallet-Stevens, dont il sera question peut-être plus longuement dans l'intervention suivante. Eh bien, voilà, il est une composante et il est parmi les architectes les plus visibles, mais qui là va proposer une tendance relativement nouvelle. Cette nouvelle est donc une tendance qui va aller vers le refus du trop décoratif. Et donc, voilà, j'y reviendrai juste après. Parmi les pavillons qui vont étonner, voilà, il faut quand même citer, moi j'ai du mal, en tout cas j'ai du mal à ne pas le faire, mais je le fais rapidement parce que j'ai peu de temps. Et donc voilà, il y a quand même quelques pavillons d'avant-garde qui vont surprendre et qui sont des propositions, qui sont une composante de ce qui est révélé lors de cette exposition de 1925. Et donc on a notamment 3 pavillons qui vont marquer comme ça la subsistance de l'avant-garde. Quand je dis subsistance, c'est parce que c'est bel et bien une subsistance de ce qui s'est joué dans les années 10. L'avant-garde, elle était chez les futuristes, elle était chez les cubistes, et elle était chez les artistes qui ont commencé à prôner une sorte d'abstraction, et qui plus est, des rapports possibles entre cette abstraction des formes et puis leur application possible précisément dans le domaine de l'architecture, de la conception des espaces.
Et c'est le cas notamment donc, chez les constructivistes russes. Le pavillon russe que vous avez ici, alors vous avez ici donc, le dessin d'une sorte de catalogue, voilà, de prospectus qui était donc diffusé à l'occasion de cette exposition de 25, et puis vous avez à droite la maquette du pavillon qui est conçue par un architecte russe qui s'appelle Melnikov et qui propose donc une architecture d'une approche complètement nouvelle, et puis évidemment son programme, son aménagement intérieur. À l'intérieur, vous avez à la fois une exposition qui est à Paris, une révélation, révolution, on n'est pas loin. Et donc, voilà, une révélation de cette avant-garde artistique soviétique, puisque déjà soviétique en 1925. Et puis vous avez également des aménagements, c'est présenté comme le club ouvrier, entre guillemets, vous avez une bibliothèque, vous avez un restaurant d'entreprise, etc., etc. J'ai peut-être d'ailleurs une image, voilà. Ici, donc à gauche, vous avez une photo de la façade de ce pavillon, et puis ici, vous avez une reconstitution de ce qu'était la bibliothèque de ce club ouvrier. Et donc, collaboration entre un architecte qui s'appelle Melnikov et puis un artiste constructiviste qui s'appelle Rodchenko. Autre contribution qui passe plus inaperçue, mais c'est la contribution des Hollandais. On a un pavillon, un pavillon des Pays-Bas, et dans ce pavillon des Pays-Bas, une structure, c'est celle que vous avez à gauche. Donc voilà, c'est un document d'époque. Enfin, à l'origine, c'est une plaque photographique en noir et blanc qui a été colorisée par la suite, étant donné l'importance que prend donc chez ces artistes hollandais les artistes du groupe de Stahl qui accompagnent Piet Mondrian, et notamment donc Theo van Doesburg. Et on a ici donc une espèce de démonstration de ce qui devient même à leurs yeux l'essence même de l'architecture, et donc l'idée d'une structure qui organise l'espace et qui utilise essentiellement pour cette organisation des verticales, des horizontales, des orthogonales, et les couleurs et non-couleurs, comme le précisait Mondrian, les couleurs primaires, le blanc, le noir, et toutes les valeurs de... Le dernier de ces pavillons d'avant-garde, mais qui aura évidemment un avenir certain sur le plan de l'histoire de l'architecture, c'est évidemment le pavillon de l'Esprit Nouveau de Le Corbusier. Le Corbusier qui, j'allais dire presque, devient Le Corbusier à cette époque-là. Le Corbusier qui a commencé sa carrière au tout début des années 10, mais quand on plante, vous doutez bien que quand on fixe sa plaque d'architecte en 1914, on ne sait pas pour recevoir une pléthore de commandes. Bon, il en a eu, mais voilà, en 1920, il travaille davantage sur une approche théorique de l'architecture. Il est également peintre et sculpteur. Le pavillon de l'Esprit Nouveau, il est le révélateur de ses travaux qu'il partage avec des artistes, avec des peintres, avec les peintres puristes, avec Amédée Haut-Enfant, avec Fernand Léger. Et donc, je dois avoir une vue de l'intérieur, on verra après. Voilà. Évidemment, Mallet Stevens, on le retrouve. Ici, d'ailleurs, une comparaison assez intéressante entre une tendance encore classique qu'on peut relever dans le pavillon de l'Italie. L'Italie fait référence à l'Italie, en quelque sorte. Voilà. Et puis, à côté, un petit pavillon très, très modeste, mais construit par Mallet Stevens. C'est le pavillon du tourisme. Je dois voir. Mallet Stevens est aussi présent. Il est aussi présent dans les jardins, avec une espèce de pari fou. Proposer un jardin inversé qui est coincé entre deux pavillons, et pas très loin d'ailleurs du pavillon de Roubaix-Tourcoing. Et on voit ici sur la photo à droite un détail de ce fameux jardin. Donc là, tout est inversé. L'idée, c'est de proposer un jardin dans lequel tout ce qui est traditionnellement végétal sera traité par le construit, par le matériau, et tout ce qui est matériau traditionnellement dans un jardin sera traité par le végétal. Et donc, les murets deviennent des haies, et les arbres sont construits en ciment. Seulement, comment on construit un arbre en ciment Eh bien, on va le proposer à des sculpteurs, les sculpteurs qui sont les partenaires de l'architecture.
Là, en l'occurrence, les frères Martel. Les frères Martel vont se creuser un peu la tête, ils n'ont jamais fait ça. Ils vont faire une maquette, des maquettes, 4 maquettes, il faut 4 arbres. Voilà, une de ces 4 maquettes est ici, dans la collection du musée. Il y en a une autre aux États-Unis, mais on a une au musée de Calais. Je vous le signale. Et puis bon, vous voyez donc le détail de cet arbre cubiste, c'est comme ça qu'on l'a appelé par la suite, en compagnie donc de 2 modèles qui sont en train de porter les vêtements créés par Sonia Delaunay. Bon, voilà, l'esprit Mallet Stevens, il s'attarde aussi dans le travail des architectes, des créateurs, qui vont bientôt se regrouper à partir de 1929, justement pour s'opposer au trou décoratif. On réagit aussi très nettement à cette époque par rapport à une publication qui est déjà plus ancienne, puisque une publication plus ancienne, puisque Adolf Loos, architecte viennois, architecte autrichien, publie donc en 1909 un ouvrage qui sera repris d'ailleurs et republié dans la revue de Le Corbusier, dans la revue de l'Esprit Nouveau en 1920. Cette publication d'Adolf Loos s'intitule sobrement « L'ornement est un crime ». Et ça veut bien dire que, voilà, aux yeux d'Adolf Loos et aux yeux des architectes et créateurs qui vont prendre sa suite, eh bien, il faut refuser l'ornement. La qualité de l'architecture, elle est avant tout à faire valoir par son rapport à la fonction, son rapport à la sobriété, son rapport à la structure. Et c'est essentiellement derrière cette idée que vont s'orienter ces architectes, ces créateurs qui vont donc constituer l'union des artistes modernes à partir de cette date. Et évidemment, eh bien, cette tendance-là, on va la retrouver, y compris chez des architectes comme Poyet, qui, dès qu'ils en ont l'occasion, pourront mettre en œuvre ces principes-là. On le retrouve notamment dans 2 bâtiments à Calais que je ne vais pas développer, mais que vous connaissez sans doute. Ce petit bâtiment qu'on trouve encore boulevard Jacquard et qui correspond donc à l'Automobile Club. On a cette liberté-là. C'est un automobile club. C'est pas une maison qui doit se conformer à l'exigence de commanditaires et qui doit ressembler à l'idée qu'on se fait d'une maison. Non, l'Automobile Club, c'est forcément la modernité. Et donc voilà, et d'ailleurs il est frappant de voir que beaucoup de ces bâtiments un peu exceptionnels et très novateurs de cette époque-là sont liés à cette modernité. Ce sont des automobiles clubs, ce sont des garages automobiles, ou ce sont des cinémas. Prenez le Grand Rex, je n'ai pas pris la photo, mais vous irez revoir le Grand Rex à Paris et vous aurez évidemment un exemple de ce type. Ici, Poyet ira aussi jusqu'à ce bâtiment donc extrêmement emblématique, extrêmement précieux et qui lui a valu une récompense au Salon des artistes français, la fameuse école maternelle du Petit Quinquin, dont on a ici le dessin dans la revue des artistes français. Voilà, je termine simplement sur cette école et son aménagement, qui est un autre aspect justement de l'Union des artistes modernes. Ici donc une photo de l'aménagement du jardin d'hiver de cette école, avec le mobilier que dessine Poyet lui-même, qui montre bien que l'architecte il est dans le prolongement de ce qu'avait été déjà cette préoccupation des architectes Art Nouveau qui dessinent tout du bâtiment qu'ils conçoivent, et y compris les éléments qui vont en préciser l'usage. Ici, les fauteuils en tube métallique, et qui font partie aussi des enjeux de ces nouveaux créateurs de l'Union des artistes modernes. Et j'en ai ici deux exemples, avec un fauteuil à droite d'un artiste qui est assez peu, d'un créateur qui est assez peu connu, qui s'appelle Jean Burkhalter, et puis un autre artiste
qui n'a pas directement fait partie de l'UAM, en tout cas dans l'immédiat, mais bon, qui n'en était pas si loin, et qu'on connaît un peu mieux ici dans les collections du musée de Calais, c'est Delmarle. Delmarle, on en connaît à Calais quelques constructions néoplastiques, mais il a aussi créé du mobilier néoplastique, hein, en rouge, bleu, jaune, pour sa salle à manger notamment, mais également du mobilier en tube inox. Donc on a ici un exemple, voilà, de deux exemples qui sont très exceptionnels dans l'œuvre de Delmarle, mais qui sont conservés dans les collections du Musée national d'art moderne. Voilà, j'en termine là. Hein. On pourrait également développer sur le... Mais non, voilà. Et donc je vais laisser la parole, voilà. Merci. On viendra éventuellement, si vous voulez, à des questions, voilà, dans la dernière partie de cet échange. Merci beaucoup, François. Merci pour ton érudition et puis merci pour ta concision, parce qu'il a été extrêmement concis, le connaissant. Merci aussi de nous avoir fait voyager, autant sur le plan thématique que sur le plan historique, parce que quand même on a couvert une période. Donc vous aurez bien compris qu'on a voulu élargir le propos. On a voulu... tout va bien ? D'accord. Bon. On a voulu aussi recontextualiser, non seulement sur le plan thématique, sur le plan historique, les réalisations de Roger Poyer, mais aussi sur le plan géographique régional. Et l'idée nous est venue justement de regarder par-delà Calais, pas très très loin, mais quand même. Alors dans un premier temps, on avait pensé, avec des personnes très compétentes, d'élargir d'aller voir vers Dunkerque, un peu plus au nord. Et puis, bon, les contraintes de chacun et chacune ont fait que ça nous a réservé une belle surprise, puisqu'en fait, on s'est élargi plutôt vers l'est, c'est pas très loin, et que nous avons fait la connaissance d'Anita Laurent, et que nous sommes très contents de l'accueillir. Je vais lui laisser bien sûr le privilège de se présenter de manière plus complète que je ne le ferai. On se connaît de manière très récente, mais quand même, comme on dit chez nous, la mayonnaise a une prise. Et bon, Madame Laurent, Anita, vous travaillez notamment sur la région lilloise, et puis aussi, bien sûr, vous êtes la personne attitrée, idoine, experte de la ville à Cavrois. Ah bah oui, quand même. Hein. Au nombre de visites que vous avez fait faire, c'est clair. Donc voilà, on est très heureux de vous accueillir, ça nous ouvre encore des portes et des fenêtres, et merci encore. Merci, moi je suis ravie d'être invitée, d'être parmi vous, puis de pouvoir découvrir donc cet architecte que je ne connaissais pas, Roger Poyer. Alors, moi je vais vous parler plutôt donc, de tout ce qui est lien, des influences, des interférences entre cet architecte-là et d'autres architectes ou d'autres protagonistes, si on peut dire, de cette époque-là, notamment sur la région lilloise. Donc, ensemble, nous allons voir entre Calais et Croix, quelles sont les lignes et matériaux luminaires qui vont être caractéristiques. On a les influences aussi il vous en a parlé très bien, donc François, de Robert Malestévens et de l'Union d'artistes modernes, l'UAM. On verra des collaborations entre Calais et Paris avec Jacques Le Chevalier et Louis Barrier, qu'on connaît aussi ici, la région lilloise, Robert Coin et Gustave Poubelle, et on terminera donc par des fournisseurs, Fourmatro de Lassus et Georges Borwater, qui ont travaillé donc dans la région lilloise et à Calais. Alors évidemment, tout de suite, quand je me suis renseignée sur Roger Poyer, j'ai fait le lien avec la Villa Cavrois, mais bien sûr, un lien entre la Villa Cavrois et Hilversum. Alors, vous ne connaissez peut-être pas Hilversum, c'est normal, c'est aux Pays-Bas. C'est William Marinus Dudok qui, comme Roger Poyer, est aussi l'architecte municipal de la ville. Et vous voyez bien des correspondances entre ces trois bâtiments réalisés à la même époque. On est donc dans les années 30. Et qu'est-ce que ces correspondances? C'est la géométrisation, la fluidité, l'horizontalité, la simplification et la modernité aussi dans la façon dont les bâtiments sont construits, sont réalisés. Donc une technique moderne aussi
qui va caractériser donc ces trois bâtiments. Et une simplicité, hein, comme l'expliquait François. Donc ici, des correspondances. Je me suis amusée aussi au niveau des matériaux, parce que c'est important, le rôle des matériaux à cette époque. Nous sommes dans la période hygiéniste, donc on attache beaucoup d'importance à tout ce qui est santé, tout ce qui est hygiène, tout ce qui est pratique d'utilisation. Et un matériau était utilisé à l'époque, dans les années 30, c'est ce qu'on appelle le granito ou le terrazzo. Donc granito terrazzo, c'est pas vraiment flamand hein, comme nom, c'est plutôt italien, ça vient de Venise. C'est une technique qui est utilisée depuis très longtemps et qui nous a été importée par les Italiens, surtout au 19e. Et donc on voit ce matériau qui est constitué de différentes couches de matériaux simples d'abord par une charpe et ensuite au fur et à mesure du temps des couches. On ajoute des granitos. Donc le granito c'est pas du granit, hein, c'est des petits grains. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Des petits grains en dessous de 5 mm et quand on ajoute des grains plus importants, ça s'appellera le terrazzo. Donc quelque chose qu'on retrouve à la Villa Cavour. Vous avez donc la cage de service, de l'escalier de service de la Villa Cavour ainsi que la lingerie. Donc des lieux qui peuvent être très pratiques, faciles à entretenir, etc. Donc c'est quelque chose qui est parti, enfin dans les années 30 on l'a vu beaucoup, ça s'est tombé en désuétude et puis alors maintenant vous savez, la vie c'est un cycle, c'est devenu hyper branché. Donc on en trouve dans les intérieurs branchés actuels, mais bien sûr qui ont été modifiés avec les techniques actuelles, on rajoute du polymère, etc. Ce qui est d'ailleurs de moins bonne qualité, je serais curieuse de savoir si ça tiendra toujours le coup dans son temps, alors qu'ici le granito, on est tranquille, les arrière petits-enfants de visiteurs de la Villa Cavour pourront encore voir le granito qui aura été foulé quand même par 100 000 personnes par an. Hein. Donc voilà, quelque chose de costaud, je pense. Des briques. On voit bien ici les concordances entre ce que fait Roger Pouillet, ce que réalise Roger Pouillet et donc Manès Stevens. En haut à gauche, le carré que vous avez, c'est le calpinage. Le calpinage, c'est la façon dont on agence les briques, les carrelages. Eh bien, on a une horizontalité marquée par des joints qui sont creux et qui sont d'ailleurs utilisés aussi par Roger Pouillet à Calais. Et Manès Stevens va les souligner, ces joints creux, par une peinture noire, alors que les joints verticaux seront, eux, dissimulés par un agrégat jaune. Tout un jeu extrêmement précis de la part de Roger Pouillet qui va donc jouer sur toutes les possibilités que présente donc la brique. L'avantage de la brique, c'est qu'on peut en faire des briquettes et qu'on peut l'adapter à toutes les formes qui sont créées au niveau de la mode et nature. Donc on voit ce soin que va apporter cet architecte à tout ce qui est détail. Ça paraît rien, mais je peux vous dire qu'au niveau de la mise en œuvre, c'est quelque chose d'assez remarquable. Et c'est la même chose à la Villa Cavour. On a vraiment le même souci de qualité, de précision chez ces deux architectes. C'est dur à dire ça. Alors là aussi, je me suis amusée à toujours trouver ces concordances. On est ici donc dans l'office de la Villa Cavour à gauche et donc cette photo que j'ai tirée donc de la documentation de l'excellent livre d'ailleurs qui a été réalisé pour l'exposition de l'Office du tourisme de Calais. Hein, si vous n'êtes pas encore allé, courez-y, c'est très très intéressant, extrêmement bien réalisé. Et donc je me suis amusée à voir ces globes qui sont identiques. Alors des globes qui, pensez-vous, vous semblent tout à fait basiques, banals, non pas du tout. À l'époque, c'était une technique un peu étonnante puisque on utilisait ce matériau. C'était un mélange, en fait, c'est ce qu'on appelle la cryolite, et puis donc un mélange de différents éléments très bien étudiés. Alors je ne suis pas ingénieur, donc je regarde mes notes quand même, hein, pour que vous ressortiez là en disant ouais, j'ai fait quelque chose. Donc différents matériaux, enfin différents composants, fluorure, chlorure, sulfate, etc. On employait surtout la cryolite. À la température de 1300-1350 degrés, la solution liquide est claire, et lorsque la température s'abaisse, ça devient laiteux. Et là, on peut souffler. Donc, c'est souffler bouche hein, dans un moule, donc c'est quelque chose de très précis. Et c'est très intéressant parce qu'au niveau de la lumière, donc on est toujours dans cet esprit au début des années 20, des années 30, cette volonté d'utiliser des techniques qui favoriseront un confort. Et donc, effectivement, cette espèce de globe moulé permet de donner un éclairage tout à fait particulier, très doux, très
très bien fait, si vous voulez, qui va bien refléter, bien diffuser la lumière. Et on le retrouve dans ces deux lieux. Et de même que ce qui va tenir, ce qui vous paraît tout à fait classique, aujourd'hui maintenant c'est embouti, etc., fait en série. À l'époque, c'était pas du tout ça, c'était vraiment des choses qui étaient cintrées, qui étaient chromées, qui étaient polies, c'était tout un travail très minutieux qui était donc réalisé. Alors donc, ces influences, bien sûr, on l'a vu tout à l'heure, avec Robert Malestévens, ils sont d'ailleurs de la même génération. Hein. Il y a quelques années qu'il va les séparer, sauf que Malestévens, malheureusement, va décéder plus jeune. Il va décéder à l'âge de ses 59 ans. Donc, ce qui fera que, en fait, cet architecte qu'on connaît aujourd'hui grâce à la restauration de la Villa Cavrois, qui nous amène quand même beaucoup de visiteurs, hein, qui fait notre renommée, eh bien, est mort jeune, et ce qui fait qu'il n'était pas très connu hein, jusqu'à il n'y a pas très très longtemps. Donc voilà, pour Roger Poilly, tout est possible, hein, vous voyez. Donc des influences donc, de cet homme. Certainement aussi, on voit ici à la Villa Cavrois tout ce soin apporté donc à la finition, à tous ces éléments. C'est une œuvre d'art totale. Comme on vous l'a dit, Roger Poilly était aussi quelqu'un qui était extrêmement exigeant et qui allait au bout des choses, qui est quand même assez remarquable. Et ici, je vous montre là du mobilier dessiné par Marcel Breuer. Marcel Breuer est un architecte ensuite qui émigrera aux États-Unis, qui est issu du mouvement Bauhaus, qui a pris naissance en Allemagne. Et ce mobilier avait été acquis pour la salle de jeu des enfants. Et donc pour la petite histoire, Marcel Breuer, le Bauhaus du mobilier tubulaire, paraît-il qu'il aurait eu l'idée de créer ce mobilier tubulaire en faisant du vélo. Donc il regarde son guidon et il se dit tiens, ça c'est pas mal, c'est ce que dit la légende, donc je trouve que c'est un petit amusant, comme quoi quand on fait du vélo, on a de l'imagination qui travaille, c'est pas mal. Et on voit ici, comme on l'a vu tout à l'heure, le mobilier du Petit Quinquin, qui est donc dessiné par Roger Poilly, et on voit aussi le même type de mobilier qu'on a vu aussi tout à l'heure, dessiné par René Herbst. Alors, qui est René Herbst? C'est comme Malestévens, c'est comme d'autres dont je vous parler tout à l'heure, ce sont des personnes qui font partie et qui sont des membres fondateurs de ce fameux UAM, l'Union des artistes modernes. Alors, si vous ne connaissez pas, c'est un peu normal, puisqu'en réalité, c'était un mouvement qui n'a pas perduré énormément dans le temps, il s'est arrêté dans les années 50. Et on a eu la chance d'avoir une exposition extrêmement intéressante il y a 3 ou 4 ans à Paris, donc sur l'Union des artistes modernes, dont Malestévens était président, fondé en 1929. Donc, c'est ce mouvement hein, qui regroupe des personnes qui sont dans le décoratif. Oula, pardon, je suis comme. Voilà. On voit. Oula, je ne sais pas où je suis allée, là, oui, c'est bien. Pouf, très bien. Et donc, ce sont des personnes dont font partie Jacques Le Chevalier et Louis Barrier, qui ont travaillé ici à Calais. Hein, je vous montre, vous avez là l'église Saint-Germain-au-Pont, qui n'est pas donc de Roger Poilly, mais qui est une église tout à fait intéressante, avec donc ces vitraux réalisés par Jacques Le Chevalier et Louis Barrier. Alors, Jacques Le Chevalier, c'est quelqu'un qui a travaillé à la Villa Cavrois pour Malestévens, parce que Malestévens a réalisé une œuvre d'art totale, mais il s'est donc fait aider par des amis qui faisaient partie aussi de l'Union d'artistes modernes, donc avec cette modernité qu'on voit dans le matériau utilisé ici par Jacques Le Chevalier, qui était quelqu'un qui avait des talents assez divers, puisqu'il était peintre, graveur sur bois, illustrateur et décorateur, maître verrier, et donc quelqu'un qui a rejoint la Société d'art chrétien, qui s'appelle les Artisans de l'Autel. C'est un groupement composé de catholiques, artistes, peintres, sculpteurs et décorateurs, qui apportent leur collaboration technique et artistique au culte divin sous une double discipline esthétique et religieuse. Voilà. Alors, avec tous les moyens d'exécution, bien sûr, qu'ils avaient dans leurs ateliers. Donc, toutes ces personnes font partie de l'Union des artistes modernes. Alors, je vous sème des petites graines, parce que comme ça, peut-être que vous intéresserez-vous à ces artistes si vous les voyez ou si vous en entendez parler, puisqu'on les connaît quand même, hein, pour la plupart. Donc ce sont des métiers artistiques qui se retrouvent grâce à ces personnes dans le domaine décoratif,
les textiles et les tissus réalisés par Sonia Delaunay. On a vu sur la photo du pavillon donc, présenté tout à l'heure par les deux mannequins réalisés donc, les tenues par Sonia Delaunay, par l'ameublement Pierre Charot, Charlotte Perriand, qu'on connaît aussi, dont on a eu une belle exposition aussi à Paris récemment, la reliure, Pierre Legrain, l'affiche, les affiches des années 30, on en a comme Cassandre, fait partie de l'UAM, le vitrail avec donc Louis Barrier, la typographie, donc voilà, tous ces gens, en plus bien sûr des peintres comme Jean Lursin, comme Fernand Léger, on a vu tout à l'heure, des architectes et des urbanistes comme Le Corbusier, comme Robert Malestévance bien sûr, des tapissiers, des verriers, des céramistes, des sculpteurs, des gravistes, des orfèvres et des décorateurs comme Francis Jourdain. Pardon. Donc on a comme ça toute une dynamique. Et là, donc bien sûr, la piscine Molitor, hein, qui est quand même un bâtiment emblématique à Paris, avec ses vitraux, et Louis Barrier, qui a donc eu son atelier réalisé par Robert Malestévance, avec ce vitrail donc, qui est donc celui de la cage d'escalier. Et bien sûr, hein, les vitraux de Saint-Germain-le-Pont. Il y en a d'autres aussi qui ont été réalisés dans l'autre église de Saint-Joseph par Roger Poillier. Hein. Des collaborations aussi entre la région lilloise, hein, si on peut dire, et Calais, puisque Robert Coin est quelqu'un qui a réalisé le bas-relief de Votre, la Bourse du Travail, là, en 1939, alors qu'il a travaillé pour notre Voie du Nord, qui était en fait l'écho, hein, qui avait été donc un bâtiment réalisé par Albert Laprade, un architecte important à Paris et au Maroc, et Léon Bazin, ils sont travaillés à trois dessus. Et donc un bâtiment plutôt art déco. On retrouve d'ailleurs, vous voyez, le fronton à Palmoineau, dont on a vu déjà tout à l'heure donc la présence dans d'autres bâtiments à Calais. Alors Gustave Poubelle. Gustave Poubelle est donc l'architecte dont on a parlé tout à l'heure, qui a travaillé aussi pour Roubaix, avec Nord Tourist Hôtelier Club et Motoclub des années 30, dont vous avez donc plusieurs représentations ici. Et d'après moi, enfin c'est peut-être une hypothèse, mais tous les deux ont travaillé pour les HBM, les ancêtres des HLM, hein, les habitations bon marché. Donc peut-être qu'ils ont eu l'occasion de se rencontrer, peut-être y a-t-il eu là, parce qu'à Roubaix, Gustave Poubelle a travaillé, ainsi que ici, Roger Poillier aussi pour les HBM. Donc peut-être qu'ils auront eu l'occasion de se rencontrer à ce moment-là, je ne sais pas. Alors des fournisseurs dans les Hauts-de-France qu'on aime bien, comme la maison Fourmintron de Lassus, hein, vous avez un merveilleux musée à Der. Donc une maison qui a fourni, comme les ateliers Bonwater, donc leur talent à Calais. Donc là, moi, je vous ai mis ce que je connais bien, qui est l'huîtrière, avec ce grès superbe dans les tons beige et bleu, réalisé par l'ami de cette maison-là. C'est une photo réalisée lors de la rénovation, la restauration, puisqu'on a eu la chance d'avoir cette poissonnerie reprise par Vuitton. Alors, quelqu'un m'a dit de la maison Vuitton que c'était le plus beau magasin du monde. Bon, il est bien content, l'huîtrière a lui d'avoir le plus beau magasin du monde. Bon, je ne sais pas ce qu'il pense des Champs-Élysées, mais bon, quand même. Donc voilà pour ces petites choses communes. Et donc, en conclusion, je voudrais dire que... Oula, c'est bon, ça marche. Vous avez là une photo de la Villa Cavrois, qui est quand même pas très gaie, hein, puisque c'est une photo prise en 2001. Quand la maison a été rachetée par l'État, vous voyez que vous avez des arbres qui poussent sur les terrasses. Dans la cage d'escalier, vous aviez le champignon de mérule qui s'était installé aussi dans les boiseries. Donc une réouverture en 2015 avec un succès inimaginable. 100 000 personnes, on attendait entre 30 et 40 000 personnes par an. Donc un architecte qui était complètement inconnu dans la région, puisque c'était une maison qu'on appelait le Péril jaune. Ensuite, ça a été, avant ça, pardon, quand elle était vraiment pas bien, on l'appelait le Péril jaune. Mais avant ça, c'était le Moutardier, c'était la Poste, le paquebot, l'usine. Vous voyez, une incompréhension donc des personnes qui habitaient aux alentours, et avec un succès donc phénoménal qui permet à Roubaix, Croix, de rayonner. Vous avez aussi ici, je vous ai mis la maison d'Hervaux, que peut-être vous ne connaissez pas, c'est normal, parce qu'elle
elle n'est pas très bien, j'ai dire, mise en valeur, avec sa façade abîmée. Réalisée en 1904, on est carrément dans l'art nouveau, hein, on n'est pas du tout dans la géométrisation, qui a été reprise par un jeune couple et qui donne toute son énergie, son temps et ses sous aussi pour refaire la maison. Donc c'est une belle histoire. Je vous ai mis aussi le musée La Piscine, qui est un lieu aussi emblématique de Roubaix, qui avait été fermé hein, pour un problème de béton, etc., dans les années 80, et qui accueille maintenant un musée, quelque chose de formidable. L'église Saint-Joseph à Roubaix, je vous mets là aussi parce que, toujours dans cet esprit de croire que grâce à l'initiative des citoyens, d'associations, on arrive à des miracles, puisque l'église Saint-Joseph, qui est le seul bâtiment classé à Roubaix, vient d'être restauré après des péripéties un peu compliquées. En fait, c'est un bâtiment du 19e réalisé par le baron Béthune, grande pointure de la Belgique aujourd'hui, et qui a été rénové et qui accueille aussi énormément de personnes. Donc tout ça pour revenir à ce qui nous occupe, c'est-à-dire votre ville, je voudrais dire que ces bâtiments qu'on a à Roubaix, eh bien, qui ont échappé à une destruction programmée, deviennent donc des monuments témoins d'une époque, d'une audace et de valeur. Ce sont donc des phares qui attirent le public ou qui éclairent aussi leur ville. Donc, vivement que Calais puisse, grâce aux énergies déployées, suivre le même chemin avec la mise en valeur des bâtiments de Roger Poyer et d'autres que vous avez la chance d'avoir sur votre territoire. Et voilà, donc je vous remercie de votre attention. Merci, vos vœux soient exaucés. Faut y croire, hein, on a oui, non seulement on y croit, mais on y œuvre à notre petit niveau. Vous avez parlé des miracles que peuvent faire des associations de citoyens. Je pense que la volonté associative y est. Et si vous me permettez, une petite parenthèse sur notre association EPAC. Eh bien, écoutez, il y a les 2/3 du conseil d'administration qui est là, pas mal d'adhérents, et aussi beaucoup de personnes sensibles au sujet qu'on évoque. Et voilà, ça fait très plaisir. Et ça nous aide à continuer à persévérer. Et c'est vrai qu'il ne faut pas qu'on attende que la mérule s'installe dans certains endroits, n'est-ce pas? Bon, encore heureux, la maternité n'est plus la maternité ici, enfin l'ancienne maternité de Roger Poyer, mais elle est l'école de formation. L'école du petit Quinquin, dit du petit Bourguin, devenue l'école Émile Zola, se porte bien et les enfants ils courent, ils jouent et ils apprennent. Bon, après, la bourse du travail, elle n'est pas encore dans un état qu'on voudrait l'avoir quand même. Voilà. Là, on est un peu inquiet, mais voilà, le sujet est posé et il mérite d'être discuté et résolu. Merci beaucoup. Moi, je ne vais pas poser de questions parce que